The winner is Joseph L. Mankiewicz. Frank Capra. Delia Kazan. David Lean. Francis Ford Coppola. Akira Kurosawa. Sidney Pollack. Jane Campion. Robert Zemeckis. Steven Spielberg. Pedro Martin Scorsese. Guillermo del Toro. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 4e épisode du Studio 7, le podcast du cinéma entre potes. Qui dit épisode pair dit prolongement du dernier épisode et aujourd'hui nous allons discuter du réalisateur souvent lié à 24, Robert Eggers. Pour cela, je suis accompagné de la fidèle équipe du Studio 7 composée de Pauline. Salut. De Louis. Salut. Et du fabuleux Frigo au son. Malheureusement, Frigo a oublié son micro donc il ne va pas pouvoir parler aujourd'hui. Peut-être des fois, on verra. Donc avant de commencer l'épisode, je vous rappelle que Studio 7 est trouvable sur Twitter et sur Instagram sous le nom de Studio 7 Pod, ainsi que sur Letterboxd sous le nom de Studio 7, où vous pourrez retrouver tous les films cités dans cet épisode. Enfin, Studio 7 ne se tient pas responsable de spoil, car bien que notre but n'est en aucun cas de vous ruiner un visionnage, nous ne connaissons pas votre tolérance au divulgachage, et nous ne nous retiendrons pas de parler de films si la discussion nous semble intéressante. Cependant, faites-nous confiance, le but est bien de faire découvrir des films et non de vous dégoûter de ceux-ci. Comme toujours, on commence cet épisode avec une présentation du sujet, et aujourd'hui, c'est de nouveau moi qui m'y colle, c'est donc parti pour la présentation de Robert Eggers. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Robert Eggers est un scénariste et réalisateur états-unien âgé de 38 ans. Enfant, il adorait les bandes dessinées, mais lorsqu'il avait environ 10 ans, un pâtre américain d'origine lettonne, vieillissant, Iman Bloom, qui a influencé Jackson Pollock et était un ami des parents d'Eggers, lui a offert 2 livres de gravure sur bois d'Albrecht Dürer, désolé d'écorcher, et de Martin Schongauer, des graveurs allemands du XVe siècle. Eggers dit alors « C'est à ce moment-là que j'ai presque littéralement, mais certainement métaphoriquement, rangé mes comics et que je suis devenu un snob et un amateur. Les créatures marines, les satyres, les hommes sauvages et les démons ont en quelque sorte fait honte à Marvel à mes yeux. » C'est une petite occasion de tacler Marvel. Au lycée, Eggers était un élève irrégulier. Il était excellent en anglais, mais en français, au lieu de rendre ses devoirs, il réalisait des courts-métrages pour le professeur. Dans l'un d'eux, nommé Nosferatu, il jouait le rôle du comte Orlok dans une reconstitution scène par scène du film muet de 1922. Tout était en noir et blanc, sauf le sang qui apparaissait sur le cou des victimes. Plus tard, Eggers arborait une moustache cirée et travaillait comme coureur, serveur et décorateur sur des publicités. Pendant ses jours de congé, il regardait jusqu'à 6 films d'affilée. N'importe quel film dont j'avais vaguement entendu le nom, ou un acteur, ou un réalisateur, ou quoi que ce soit, je voulais le louer et le visionner. Il fouillait IMDb et vénérait Ingmar Bergman. J'ai commencé à travailler dans le théâtre à New York. Théâtre expérimental, théâtre de rue. J'ai toujours conçu les décors et les costumes des spectacles que je mettais en scène parce que j'aimais ça. J'ai grandi en portant des costumes à l'école, jusqu'à ce que je sois harcelé pour cela. Pour Noël, j'ai demandé des costumes au lieu de jouets. Robert Eggers est le réalisateur de 3 films à ce jour, The Witch sorti en 2015, The Lighthouse sorti en 2019 et The Northman sorti ce mercredi 11 mai. Enfin, pour donner quelques mots représentant le cinéma d'Eggers, je dirais folklore, contes de fées, mythologie, religion et occulte. Donc voilà pour la présentation plutôt rapide, cette fois, on ne perd pas de temps parce que celle de la semaine dernière était un peu plus longue. Donc est-ce que vous avez quelque chose à dire déjà ? Je pense que... Non, moi j'ai appris des trucs et finalement c'est pas si étonnant, les gravures de Dürer qui sont très marquées dans un noir et blanc et tout et qui rappellent un peu son travail du noir et blanc sur The Lighthouse. Donc en final ces inspirations dont tu as cité ne m'étonnent même pas. Ouais. On retrouve vraiment ce côté-là dans ces films et avec ce que tu as dit à la fin, mystique, occulte, c'est tout à fait ces thèmes. Edgar Allan Poe aussi, je crois qu'il a fait un court-métrage, court-métrage qui est inspiré de ses écrits. Donc, tu as dit de quel état américain il venait ? Alors non, mais de souvenir, je crois que c'est New Hampshire. Ouais, donc c'est ce côté-là des États-Unis, donc vers le Maine, où il y a énormément de folklore très étrange, très mystique. C'est là aussi d'où vient Stephen King et aussi Edgar Allan Poe. Donc au final, c'est aussi encore une fois des inspirations bizarrement qui arrivent chez tout plein de monde qui vient de là-bas. Donc la Nouvelle-Angleterre, c'est ce qu'on appelle le territoire de la Nouvelle-Angleterre. Ouais, et pour le coup, il vient d'une famille plutôt aisée. J'avais vu ça aussi. Donc ça peut être intéressant de le dire. Par contre, 6 films par jour, c'est un truc de craquette. Ouais, non, vraiment. Vraiment, c'est chaud. Faut pas faire ça.
Mais oui, mais il a l'air, même sur Letterboxd, il y a beaucoup de listes de films qu'il a cités ou de trucs comme ça. Et je crois qu'il y a une où c'est 1000 films d'horreur conseillés par Eggers, ou peut-être 100, j'en sais rien, mais en tout cas, il y en a pas mal. Mais c'est vrai que c'est vraiment un truc de craquette. Donc, si vous voulez, on peut commencer avec donc le premier film de Robert Eggers, donc qui est The Witch. Donc, c'est un film qui a eu un budget de 4 millions de dollars et qui a rapporté 40 millions de dollars. Donc, un retour sur investissement plutôt pas dégueu, quoi. C'est produit ou pas par A24 ? Non. Non, seulement distribué. Ouais. Ok. Ouais, c'est seulement distribué par A24. Alors, c'est un film qui revient donc plusieurs décennies avant le procès des sorcières de Salem, donc de 1692. Le film il jette les bases, on va dire, de l'hystérie croissante qui conduit les femmes au bûcher. Petite utilisation ironique d'hystérie, mais voilà. Quelque part entre le conte populaire et le cauchemar, The Witch raconte l'histoire d'un homme religieux qui est banni de sa plantation coloniale et emmène sa famille dans une ferme isolée à la limite de la nature sauvage. Les choses deviennent rapidement étranges, un bébé disparaît, une chèvre noire fait des siennes et les enfants restants s'accusent mutuellement de possession satanique. Donc voilà, ça c'est le topo du film. On retrouve dedans Anya. C'est écrit Anya. Oui, Anya Taylor-Joy. Donc Anya Taylor-Joy qui joue Thomasine, ou encore Ralph Ineson qui joue William, ou Kate Dickie qui joue Catherine, mais j'avoue que je connais pas ces deux acteurs. Kate Dickie, elle joue dans Game of Thrones. Elle joue la sœur de Catelyn Stark. C'est vrai. Et je crois d'ailleurs qu'elle est dans The Northman. Oui, elle apparaît. Je l'ai aperçue aussi. Voilà. Donc voilà, de toute façon, elle a la tête pour jouer ce genre de personnage. Qui veut commencer à prendre la parole sur The Witch ? Je vais commencer, comme ça on finira par Pauline. Ou si tu veux, je peux faire une petite explication de comment il en est venu à écrire son... Non, j'allais un peu aussi y venir. Il me semble qu'il a fait pas mal de recherches pour ce film, justement sur les procès des sorcières de Salem, où il a repris pas mal d'interventions, de vocabulaire et de grammaire de cette époque dans ce film, ce qui donne au film un aspect un peu documentaire par moment, dans la façon dont les personnages interagissent et surtout parlent. Donc, regardez-le en version originale et pas en français pour le coup. Et du coup, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est une inspiration que j'aime beaucoup. Donc, Procès de sorcières de Salem, moi, ça me fascine un petit peu tout ce côté-là, à la limite entre l'horreur et la réalité. Et j'aime beaucoup donc l'inspiration qu'il en a, notamment aussi parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup qui sont inspirés de ça. Et on revient... T'as des exemples ? Il y a eu... Super. Maxime Chatham, je cherchais Maxime Chatham qui s'est inspiré de Lovecraft et Stephen King pour son livre Le Signal, mais qui parle des sorcières de Salem aussi. Et du coup, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, son ambiance surtout. J'ai pas spécialement eu peur devant le film, mais il a une ambiance que je trouve pesante dans cette colorimétrie sépia qui colle parfaitement au film et à ce qu'il veut raconter. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup. Et on revient donc dans ses inspirations à son territoire natal, donc de la Nouvelle-Angleterre, là où se sont passées donc la grande chasse aux sorcières dans ces années-là, 17e siècle, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas grand-chose à dire dessus non plus, car c'est un peu mon visionnage est un peu éloigné là. Mais voilà, c'est un bon petit film, vraiment très sympathique, entre grosses guillemets, mais à regarder pour vraiment son ambiance particulière, en apprendre peut-être un peu plus aussi sur cette époque et les sorcières. Donc voilà. Alors, juste sur deux trucs sur lesquels je voulais rebondir. Tu disais au niveau des recherches d'Eggers, donc faut savoir qu'Eggers il fait énormément de recherches à chacun de ses films. Et ça se voit. Hein. Ah oui, non, mais il a un truc quasiment historien, quoi. Enfin, un vrai truc d'historien où tous les détails, tout est vraiment ultra recherché. Et donc là, pour The Witch, il a fait des recherches sur une période de 4 ans, donc par intermittence. Et donc, tu parlais aussi de la VO. Et en gros, il a engagé un casting qui était capable de parler avec des accents puritains précis
Et il a aussi engagé des concepteurs capables de construire une ferme du XVIIe siècle qui était historiquement viable. La ferme, elle a été faite genre en planche à clin, ça s'appelle. Et elle a été construite avec des canifs parce qu'à l'époque on pouvait pas construire avec des scies, donc des scies tournantes là. Donc ils l'ont vraiment fait comme ils à ont l'époque. reproduit les décors. Ils ont tout reproduit, ils ont tout refait comme à l'époque quoi. Et par exemple tous les biens qu'on retrouve dans la maison, parce que c'est quelqu'un qui fait énormément attention au décor. Et c'est tout basé sur des inventaires des premiers colons puritains qu'il a retrouvés. Il est aussi inspiré des journaux intimes de John Winthrop. Je connais pas, mais voilà. Mais il est allé dans les archives, du Maine. C'est incroyable le travail qu'il a fait. Et ça se ressent énormément dans cette ambiance justement du film, la précision de ce travail, quoi. Et ça se ressent aussi sur ses films après, quoi. Du coup, John Winthrop, c'est le premier gouverneur de la colonie de la baie du Massachusetts. Donc, il s'inspirait de ses journaux intimes pour les dialogues. Donc, voilà, c'est quand même. Il y a toujours un gros taf. En tout cas, il essaie toujours de retransmettre vraiment une ambiance. Et ça passe par les décors, par tout ça. Et je trouve que c'est surtout un cinéma d'ambiance quand même, Eggers. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime chez lui. Et c'est, j'y reviendrai un petit peu quand on parlera de The Northman, mais The Witch, en plus, c'est subtil. Il y a très peu de dialogue, au final. Et tout passe par ces personnages, et notamment Anya Taylor-Joy, et cette chèvre. Anya Taylor-Joy. Et cette chèvre qui est la meilleure actrice du film. Ouais. Non, Pauline, qu'est-ce que t'as à dire ? Moi, je pense qu'il a peut-être un peu trop travaillé ses recherches et pas assez son film. Ah oui, à ce moment-là ? Non, je plaisante, mais je trouve que justement, on sent qu'il veut créer une ambiance et tout, mais perso, l'ambiance, elle a pas du tout pris sur moi, parce que justement, c'est trop... Je sais pas, c'est trop perché pour que, justement, ressentir ce côté documentaire dont Louis a parlé. J'ai l'impression que, par exemple, son étalonnage est très brut, on dirait presque que c'est en log encore. Pour ceux qui sauraient pas, le log, c'est quand tu touches pas à la colorimétrie, quoi, quand t'as pas encore touché. Donc on dirait presque qu'il y a pas touché, et en même temps, tu sais que si, et que du coup c'est une volonté un petit peu artsy, et du coup je trouve que c'est un peu contraire ces deux choses, ce qui fait que l'ambiance pour moi elle a pas du tout marché parce qu'elle est artificielle. Parce que justement c'est tout hyper travaillé et tout, et du coup il n'y a pas ce côté un peu brut que la famille devrait pouvoir faire ressentir, parce que voilà, ils sont un peu, ils sont dans une ferme, c'est un peu brut de décoffrage, ils travaillent avec les chèvres dans la boue et tout parfois, et du coup moi j'ai pas du tout ressenti cette ambiance. Il y a peut-être une séquence où quand même j'ai été un peu oppressée. Je pense que vous verrez de quoi je parle vers la fin, quand elle est enfermée avec les deux jumeaux, je crois. Là, pour le coup, je trouve que l'angoisse marche très bien dans cette séquence. Après, j'ai pas détesté le film, mais comme cette ambiance n'a pas marché sur moi, je suis restée relativement impassible face à ce qui se passait. Je trouve que la fin, on la voit quand même pas mal arriver. Bon, ceci dit, on s'en fout, parfois on voit la fin arriver et c'est quand même très bien. Et d'ailleurs, la séquence finale est plutôt sympa, même très sympa. Mais voilà, ce film il me pose un peu souci parce que je vois l'ambition d'Eggers, mais ça prend pas sur moi et j'étais déçue de ça. Ouais. Je comprends un peu quand même ce que Pauline veut dire. Et effectivement, je pense que moi, c'est quelque chose d'assez subjectif, l'ambiance que va avoir le film sur les gens. Et effectivement, vous pouvez ne pas aimer le film. Vraiment être réfractaire au film. Mais moi, c'est vraiment une ambiance qui a complètement marché sur moi. Donc, ouais, moi aussi. Non, mais et à l'inverse, moi, je comprends totalement qu'on rentre dans le film et qu'on aime ça. C'est juste que... Bon, voilà, tu vois, toi, justement, t'as trouvé la colorimétrie très bien, qui collait à l'histoire et tout. Moi, ça m'a un peu... bof, ça m'a mis à distance. C'est tout un tas de trucs qui ont fait que peut-être parce que tu cherches trop le travail derrière, en fait. En fait, non, c'est pas que je le cherche, c'est que je trouve qu'il se voit. Et on peut prendre ça dans un sens, c'est bien, genre il a fait un travail incroyable, voilà. Et dans un autre sens, ça empêche un peu l'immersion dans le film. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. On parlait d'immersion et tout.
Du coup, je voulais revenir sur 2-3 trucs que j'ai vus, que j'ai trouvés, quoi. Donc, Eggers, quand il écrit ses scénarios, alors c'est quelque chose que j'ai rarement vu, mais il a une grande importance à l'odeur. Donc, il pense beaucoup par les odeurs. Et donc, en gros, quand il rêve, quand il écrit ses rêves, ses scénarios, etc., il y a toujours énormément d'odeurs. Il doit être un peu autiste. Hein. Sans ouais, non, c'est possible. Et donc, du coup, tout le film s'est fait dans une odeur de bouse, en fait. Parce que le truc, c'est que, il parle de l'importance de la bouse pour les fermiers, etc. Et donc, en fait, il y avait vraiment une odeur de bouse constamment sur le tournage. À voir en 4DX, ça, dis donc. Ah ouais, non, mais vraiment. Ouais. Et après, il y avait un truc aussi au niveau de l'immersion, ça c'est Anya Taylor-Joy qui disait, c'est que, en fait, pendant déjà où ils ont tourné, alors attendez, je vais retrouver l'endroit, donc c'est à Kiosque, donc c'est une ville forestière abandonnée du nord de l'Ontario, et donc là-bas, il n'y avait pas de réseau de téléphone mobile. Et donc, les acteurs, par exemple, portent des trucs tout bêtes, mais ils portaient des chaussures droites, en gros. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pied gauche, de pied droit, tu vois. Et les semelles, elles étaient en bois. Et en gros, Anya Taylor-Joy, elle dit qu'avec Eggers, en gros, tu te présentes et t'existes, quoi. T'as pas affaire à imaginer le truc. Enfin, t'arrives sur les lieux. Enfin, ça y est, quoi. T'es dans le délire complet. Le truc, ouais. Ah ouais. Ouais, vraiment. Et alors, il y avait un autre truc. Ça doit être super intéressant d'être sur un tournage de Eggers. Ouais, c'est une manière on parlera celui de The Lighthouse. Éprouvant, mais super intéressant. C'est une manière de travailler intéressante, ouais. Ouais. Et après, pour un autre petit fact, à la base, le film était censé être fait en 5 actes, qui devaient chacun raconter d'un point de vue genre d'un membre différent de la famille. Et en gros, c'est les producteurs qui ont dit à Eggers de simplifier le scénario, parce que sinon le film n'allait pas être réalisé en fait. Dommage. Ouais, je trouve ça un peu dommage aussi. Ouais, en sachant ça, tu vois, j'imagine un truc qui m'aurait peut-être plus captivé. Ouais, mais après, je comprends qu'ils aient voulu tourner autour de la figure de Anya Taylor-Joy, parce que je sais pas si elle était vraiment connue à l'époque, en 2014. Un petit peu, ouais. Un petit peu, non, mais pas, surtout, elle est quand même très magnétique à l'écran, tu vois, genre c'est elle forcément qui allait rendre le mieux, quoi. Oui, non, mais ça c'est sûr. Mais du coup, ça aurait pu être intéressant de voir ce qu'ils voulaient faire avec ça, quoi. Et peut-être qu'il y avait un acte du point de vue de la chèvre. Ouais, c'est possible, j'en sais rien. Ça aurait été un peu cool, drôle, en vrai. Bah ouais. Ouais. Et du coup, toi, TK, tu l'as bien aimé le film? Moi, j'adorais. Ouais. En fait, moi, ce qui me porte souvent dans les films, c'est l'ambiance, en fait. C'est pour ça que, par exemple, on parlait d'Ari Aster, moi, je rentre tout de suite dans son ambiance, que ce soit Midsommar ou quoi. Enfin, en général, le scénario, le fait qu'il soit simple ou quoi, moi, ça me dérange en aucun cas. Enfin, même si des trucs sont ultra prévisibles, à partir du moment où c'est bien amené, en fait, ça me dérange pas, quoi. J'ai pas besoin d'être surpris pour aimer quelque chose. Si l'ambiance, vraiment, elle est bonne, c'est ce que je préfère. Et pour le coup, Eggers, c'est quelqu'un qui bosse énormément les ambiances, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc principal dans son cinéma. Du coup, moi, j'aime beaucoup son cinéma. Et donc, je l'ai vu il y a un petit moment quand même. Et ouais, ça m'avait. J'avais vu The Lighthouse en premier. C'est le premier Eggers que j'ai vu. Et après, j'ai vu du coup chez moi The Witch. Et ouais, j'ai vraiment surkiffé, quoi. D'accord. Donc voilà. D'ailleurs, The Witch est disponible sur Prime Video encore actuellement, il me semble. Ouais, sur Prime Video. Parce qu'il était il était sur Netflix avant aussi. Et puis c'était sur OCS aussi. Puis ouais. Donc voilà, regardez The Witch sur Prime Video. Vérifiez s'il y a bien la VO, parce que Prime Video ne fait pas tout le temps la VO. Ils la mettent pas. Et regardez-le en VO, vraiment. C'est important aussi pour l'ambiance. Oui, vu qu'ils bossent énormément sur les. Et d'ailleurs, elle est très forte pour ça, Anya Taylor-Joy. Sur les accents et tout, ouais, c'est sûr. Je sais pas de quelle origine elle est. Anglaise. Ah ouais? Ouais. Anglaise d'Angleterre? Oui. Non, mais parce que souvent on fait des raccourcis, donc. Ok. Bon, après, pour faire vite fait un petit retour sur comment le film a été reçu et tout, donc il a fait la première mondiale à Sundance, dont on parlait d'ailleurs avant, donc, et il a été acheté, je crois, à Sundance du coup par A24 pour être distribué, et il a remporté le prix de la réalisation. Quand même, pour son premier film, c'est pas dégueu. Ok. Et il y a une critique dans The Guardian qui définissait le film comme une rencontre entre le nouveau monde de Terrence Malick, je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Je l'ai pas vu. Et L'Exorciste. Donc c'est assez chelou comme mélange, mais en vrai, je peux voir le délire en vrai. En vrai, ouais, je peux voir le délire. J'ai pas vu le nouveau monde, mais je vois à peu près déjà l'ambiance Malick et je vois les images du nouveau monde que j'ai pu voir. Mais ouais, effectivement, c'est pas un mélange déconnant, je trouve. Moi, c'est marrant parce que le Nouveau Monde, je l'aurais vraiment pas rapproché à The Witch. Enfin, franchement, bof. Mais par contre, j'y ai pensé pendant The Northman, dont on parlera plus tard. Mais
il y a des trucs qui m'ont fait penser au Nouveau Monde dans The Northman. Ok. Donc c'est marrant que ça ait déjà été abordé pour Eggers, quoi. Ouais, d'ailleurs, on n'a pas teasé, mais évidemment, on va évidemment parler de The Northman qui est sorti ce mercredi. Ouais. Et que je pense qu'on vous conseille d'aller voir, quoi. Mais on en reparlera après. Juste une petite question avant de continuer, parce que j'ai oublié de la poser avant, mais c'est quoi, vous, vos triggers préférés ? The Lighthouse. Pareil, je pense. Ok, moi, c'est The Witch. Ok. C'est The Northman que Frigo a préféré. Malheureusement, on ne pourra pas entendre parler dessus, on est un peu déçus, mais voilà. Et donc, je vais finir par une petite une petite citation d'Eggers qui parlait du set du film et qui disait « So you know, shit was all over the place ». En français, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire donc, vous avez compris, la merde était de partout, en gros. Donc, bonne ambiance. Bonne ambiance. On peut enchaîner si vous voulez. Je pense qu'on a dit ce à dire. Ouais. Et bien écoutez, The Lighthouse, du coup, deuxième film de Robert Eggers. C'est fois-ci un budget de 11 millions de dollars, donc c'est quand même, ça avance, on passe de 4 à 11. Il a rapporté 18,3 millions. Donc bon. Le petit succès. Petit succès, mais quand même, ils sont pas en négatif. Ceux qui se comprend, enfin je pense qu'on en parlera, mais... Oui, largement. C'est quand même moins accessible. Le film, c'est 32 jours de tournage. Donc le tournage de The Lighthouse, c'est quelque chose, donc je pense qu'on en reparlera un peu. Et les acteurs, il y en a 3. Et là, tout le monde lève les yeux en disant « Attends, 3 ?» Oui. Et il y a Robert Pattinson qui joue Thomas Howard, il y a Willem Dafoe qui joue Thomas Wake, il y a Valeria Karaman qui joue la sirène. Donc qu'on voit très peu, mais elle est quand même au casting. Elle est présente. Donc il y a quand même 3 acteurs au casting. Mais c'est souvent quand même Eggers des films moins The Northman, mais assez à huis clos avec au petit casting. Avec des petits castings. Donc qui veut commencer ? Pauline, tu vas ? Allez. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai vu The Lighthouse, parce que je l'avais vu avant sa sortie même. Il y avait eu comme il était à la quinzaine des réalisateurs, je l'avais pas vu à Cannes, mais il y avait eu un rattrapage de la quinzaine à Paris, où j'étais à ce moment-là. Donc ça fait un bail, et je dois avouer que le film a... Juste te coupe, si tu peux dire de quoi ça parle. Ah oui, bien sûr, je vais présenter le film. Donc en gros, c'est 2 gardiens de phare qui vont prendre la relève des gardiens de phare précédents sur une petite île très isolée. Ils sont censés rester 4 semaines, je crois, à la base. Sauf que le bateau ne vient pas les chercher, donc ils sont juste tous les 2 sur la petite île, un peu en proie aux éléments. Et on va voir un peu des trucs mystiques arriver. Et voilà, ils vont tous les 2 être un peu... sujet à la folie, à l'alcoolisme, à tout un tas de choses. Ça va passer de la camaraderie à un peu la haine. Enfin bon, voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Et du coup, c'est un huis clos entre ces 2 personnages joués par Pattinson et Dafoe. Peut-être c'est bête, mais juste dire ce que c'est qu'un huis clos, parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas. Sait-on jamais, c'est vrai. Un huis clos, c'est un film qui se passe uniquement dans un lieu. Sur tout le long du film, on reste sur les mêmes lieux. Voilà, souvent ça rappelle le théâtre. Enfin, il y a beaucoup de pièces adaptées qui sont du coup adaptées en huis clos au cinéma. 12 hommes en colère, regardez ce film. Par exemple. Mais plein d'autres aussi. C'est le premier qui m'est venu en tête. Parce que c'est au théâtre c'est plus facile, et quand on adapte, du coup, généralement, ça donne ce genre de film. Et donc, pour revenir à mon avis sur The Lighthouse, du coup, j'ai dû le voir il y a au moins 3 ans. Et quand je l'avais vu, j'avais été super déstabilisée. Enfin, je savais pas trop quoi en penser, je savais pas si j'étais trop rentrée dans le truc, j'avais l'impression qu'il me perdait un peu. Et en y repensant, je trouve quand même que c'est un film vachement intéressant, très singulier, qui propose plein de choses, il y a plein d'inspirations encore une fois. Donc tout à l'heure, justement, t'as parlé de Bergman. Sans dire que Eggers arrive au niveau de Bergman, parce que ce serait quand même quelque chose, mais je trouve que c'est peut-être dans ce film-là qu'on ressent plus son inspiration chez Bergman, dans The Lighthouse. Et les performances des 2 acteurs sont stratosphériques. Les 2, franchement, ils sont ultra bons, quoi. Et j'ai tendance à pas trop aimer les noirs et blancs actuels, parce que... Faut pas cuter cette phrase, hein, ça peut être très, très, très grave, il faut faire attention. Le noir et blanc numérique, parce que souvent je trouve que ça fait un peu artificiel, enfin t'as l'impression que ça a pas forcément été bien pensé et tout. Pour le coup, c'était un vrai choix, je parlerai après, bien sûr. Je sais pas si et justement, j'allais dire, celui-là il est super travaillé, c'est un magnifique noir et blanc. Donc voilà, et du coup, je pense que Louis, il va en parler plus que moi, mais tout l'imaginaire Lovecraft qu'on retrouve dans ce film est hyper bien mis en image, je trouve.
Donc au final, j'avais pas mis une super note quand j'étais sortie du film. Je crois que j'avais mis 3/5. Enfin, c'est pas exceptionnel, quoi. Mais le film m'est bien resté. Et ouais, je pense que maintenant, c'est mon préféré de Eggers. Ok. Ouais, la même chose en fait que Pauline. Moi, je l'ai regardé spécialement là pour l'émission. Et je l'ai acheté en DVD spécialement pour l'émission. Après ou avant ? Du coup, avant ? Avant. Vu. Mais... Oui, mais t'aurais pu le voir. Non, je l'avais jamais vu avant. Oui, mais je veux dire, t'aurais pu le voir pour l'émission, l'avoir adoré et avoir non, je l'avais jamais vu, j'ai acheté le DVD, je voulais le voir depuis très longtemps. Donc, et un peu comme Pauline, pendant le visionnage, je savais pas trop où ça m'amenait en fait. Et plus j'y réfléchissais, plus j'adorais le film en fait. Il y a exactement cette ambiance à la Lovecraft que j'aime beaucoup. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Lovecraft, c'est Howard Philip Lovecraft, c'est un écrivain qui vient aussi de Nouvelle-Angleterre et qui a écrit beaucoup de livres d'horreur où justement c'est des personnages qui vont très vite tomber dans la folie et une folie où on ne sait pas si ce qu'ils ont vu est vrai ou pas. Et un petit peu comme dans The Lighthouse avec le personnage de Robert Pattinson. Et du coup, moi je suis complètement rentré dans cette ambiance. Ça m'a rappelé plein de trucs que j'aime. Les acteurs, j'adore. J'aime beaucoup Willem Dafoe depuis gamin, depuis que je l'ai vu dans le premier Spider-Man. J'aime beaucoup Robert Pattinson depuis qu'il fait post-Twilight. Et puis voilà, quoi, c'est vraiment les deux acteurs incroyables, magnifiques, dans un noir et blanc maîtrisé, et dans un format d'image aussi pas forcément... dont on n'a pas forcément l'habitude. Il est en 4/3, non ? Ouais, c'est ça, il est en 4/3. Et ça passe trop bien. Voilà. Et ça joue hyper bien avec l'enfermement dans ce phare, et cette ambiance malsaine, glauque. Et pour revenir sur la Nouvelle-Angleterre, t'as oublié, le phare se trouve en Nouvelle-Angleterre. Ouais. Justement, je crois que c'est un phare du Maine. C'est ça, et c'est un phare qui a été construit pour l'occasion. Ah ouais ? Ouais, alors en gros, donc il a insisté pour construire son propre phare de 25 mètres avec une lentille Fresnel, je sais pas comment on dit. Ouais, Fresnel. En état de marche. Et donc en gros, ils l'ont construit parce qu'en fait ils n'ont pas trouvé de phare qui leur convenait, donc ils l'ont fait eux-mêmes, quoi. Et pour la petite anecdote, dans le film, il devait avoir un plan de la structure du phare se déplaçant comme un pénis en érection, suivi d'une coupe correspondant au pénis en érection qui appartenait à Robert Pattinson. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être très déçus de ne pas avoir ce plan. Mais du coup, les financiers, ils ont accepté de faire le film en noir et blanc et 35 mm, mais ils ont refusé les scènes de zizi, quoi. Alors qu'en plus, je pense que Pattinson, c'est pas le genre d'acteur qui aurait refusé. Ouais, je pense. Ouais, vu certaines scènes, ouais, non, clairement. Et non, parce qu'en fait, le problème, c'est que s'il faisait ça, le film devait passer en NC-17, je sais pas quoi, aux États-Unis. Ah oui, rated. Donc bon, il a accepté ça. Mais pour le coup, le fait qu'il ait tourné en 35 mm noir et blanc, ça lui a fait perdre quand même $6 millions pour le film. Genre, ils ont dit ok, tu le fais en noir et blanc, mais on t'enlève. C'est plus de la moitié du budget initial. Hein. Ah, ils ont dégagé du budget. C'est pas juste que ça coûtait plus cher. Non, ça a été dégagé du budget. Et donc, il l'a quand même accepté. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, le noir et blanc, c'est quand même un vrai choix d'Eggers. Oui, bien sûr. Là, pour le coup, je pense que si tu t'assois Mais tu vois, c'est là où tu vois l'intérêt de tourner en noir et blanc 35 mm. Parce que quand c'est du noir et blanc numérique fait en post-prod, ça se voit. Alors que là, du noir et blanc 35 mm, c'est le matériel de base, quoi. Ce que... Peut-être que vous ne savez pas, mais un film en noir et blanc est pensé en noir et blanc sur le tournage. La lumière est pensée pour que ça soit du noir et blanc. C'est pour ça aussi que les vieux films en noir et blanc, on dit souvent que le noir et blanc est très très beau, parce qu'ils savaient que leur film allait sortir en noir et blanc, et ils ont pensé la lumière comme ça. Aujourd'hui, quand on fait basculer un film en couleur en noir et blanc, souvent c'est un peu raté, parce que le film n'est pas pensé, et la lumière du film n'est pas pensée comme du noir et blanc. Est-ce que tu as vu le Parasite en noir et blanc ? Non, je l'ai pas vu. Parce que je l'ai pas vu, mais pour le coup, ça m'intéresse, parce que du coup, à la base, Bong Joon-ho voulait faire son film en noir et blanc. Moi aussi. Alors, du coup, il l'a fait en couleur. Et du coup, à la fin, il y a quand même sorti une version noir et blanc, mais du coup, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Ouais, il y a des réalisateurs comme ça. Il y a aussi James Mangold sur son Logan, qui a sorti une version en noir et blanc. Il y a même eu Mad Max Fury Road. Et il y a eu Mad Max Fury Road de George Miller en noir et blanc. Il y a une version noir et blanc qui, paraît-il, est sublime. Et les deux films, donc Logan et Mad Max Fury Road, en noir et blanc, passent très très bien. Et c'est pas juste un bête filtre noir et blanc. Le film a été pensé visiblement comme
potentiellement diffusable en noir et blanc. Ok. Donc, et Parasite, je sais pas vraiment. Parasite, il faut que je le vois. C'est curieux aussi, tiens. Bah, c'est intéressant de voir ce que ça apporte et surtout de se renseigner sur la volonté derrière, de savoir, parce que si c'est juste c'est stylé en noir et blanc, c'est un coup marketing, c'est pas très intéressant. Bof, un peu comme Guillermo del Toro récemment, quand même, avec Nightmare Alley. Parce que pour la petite anecdote, en gros, il était en train d'étalonner Nightmare Alley et à un moment, il a foutu un film noir et blanc un peu au pif pour voir, tu vois. Et il a dit ça rend vachement bien, et après il arrivait plus à se décider de s'il le faisait en noir et blanc ou s'il le faisait en couleur, et du coup il a décidé de faire les deux en fait, et du coup le film est sorti en couleur, et après il y a eu quelques copies, il y en a eu une seule en France en noir et blanc, mais ça fait un petit peu délire de dernière minute, même si Guillermo del Toro est un génie et que tout ce qu'il touche c'est de l'or. Non, sur le film, vu qu'il y a beaucoup d'inspiration de films noirs, il y a des lumières où ça doit fonctionner. J'ai pas vu la version noir et blanc, mais comme il s'inspire beaucoup du film noir et des éclairages du film noir, il y a des séquences où ça doit fonctionner. Qu'est-ce que le film noir, Pauline? Ouais, un genre de film. Non, mais juste très rapidement, si vous arrivez à. C'est un genre de film d'une certaine époque où il y a une femme fatale, une intrigue un petit peu policière. Voilà. Ouais, en gros, voilà. Un des films les plus connus, un film noir le plus connu, c'est Le Port de l'Angoisse, peut-être. Ou Le Faucon Maltais, des trucs comme ça. Fritz Lang, il a fait beaucoup de. Fritz Lang en a fait beaucoup. Et en récent, Les Mankiewicz aussi, il en a fait plusieurs. Ouais. Et en récent, il y a The Barber des frères Cohen, qui est en plus un noir et blanc très très beau. Maintenant, il y a le néo-noir, l'inspiration du film noir. Voilà, on pourrait partir 1 heure là-dessus. Et donc, fermons cette petite parenthèse sur le génie Guillermo del Toro. Et sur le noir et blanc, mais qui est maîtrisé dans The Lighthouse. Vraiment un des plus beaux que j'ai vu de moderne, noir et blanc moderne. J'ai quelques anecdotes sur les réalisateurs, si vous voulez. Sur les acteurs, pardon. Allons-y. Alors, en gros, donc, pour The Witch, il n'a pas eu de gros acteurs. On peut dire Anya Taylor-Joy, mais à l'époque, c'était pas une grosse actrice. Elle a été connue, mais pas autant qu'aujourd'hui. Oui, voilà. C'est pas Pattinson et Willem Dafoe. Mais donc, en gros, c'est Willem Dafoe qui a contacté Robert Eggers en lui disant qu'il avait adoré The Witch et que quoi qu'il ferait ensuite, il serait partant. Donc, en fait, à l'époque, rien de ce que Eggers avait en cours correspondait. Mais du coup, quand ce projet est arrivé, il faut savoir qu'en fait, ce projet, ça vient de son frère, du coup, Max Eggers, qui avait commencé à écrire une sorte de petite histoire de fantôme dans un phare, et puis ça a changé d'ici là, mais à la base, ça vient de là. Il a pensé à Willem Dafoe. Et Willem Dafoe, il a accepté quoi. Au début, il était pas trop chaud parce qu'en gros, Eggers avait fait une sorte de photoshopée de Willem Dafoe qu'il lui a envoyé, et Willem Dafoe dit mais en fait je suis pas aussi vieux que ça, donc ça marchera pas. Et finalement c'est passé quoi. Et donc concernant Robert Pattinson, donc les deux se sont rencontrés sur un autre projet, et Robert Eggers avait proposé à Pattinson de jouer un gentleman victorien, buveur de sherry et fumeur de cigares. Et Pattinson a refusé parce qu'il a dit en fait, si je joue ce rôle, je vais essentiellement jouer mon propre rôle, et en ce moment je m'intéresse qu'aux choses vraiment bizarres et stimulantes. Donc c'est dire que Pattinson c'est quand même un mec assez chelou. Et donc lorsqu'il a fini la réalisation pas la réalisation mais l'écriture de The Lighthouse, il a envoyé un petit mot à Pattinson en disant est-ce que c'est assez bizarre et stimulant pour toi? Et donc là, Robert Pattinson a envoyé un clip YouTube d'un type en chemise J.Crew qui était complètement ivre et qui hurlait dans son téléphone à son ami « Je suis un démon, je suis un démon ». Et en gros, Pattinson dit à Eggers « C'est ça en gros ton film quoi ». Et Eggers fait « Ouais, voilà, il a compris quoi ». Et donc en gros, ça part de là. Et donc, quand Eggers il a réuni les deux acteurs, donc sur le lieu de tournage, donc c'est à Cap Forchu, c'est une communauté de pêcheurs de Nouvelle-Écosse. Et c'est le terrain le plus dur et le plus inhospitalier qu'ils ont pu trouver, mais avec un bon accès routier. C'est ce que dit Eggers. Voilà, on a déjà dit qu'ils ont construit le phare, etc. Mais donc, du coup, dans une interview qui a été publiée entre Dafoe et Pattinson, il a dit que c'est la seule fois où il a failli frapper un réalisateur. Donc, ouais, carrément, ouais. Et donc, voilà. Parce que Eggers, il les poussait à bout. En fait, Eggers, il dit en gros... il dit ouais, je suis pas comme Hitchcock qui a poussé les trucs, mais en gros la caméra elle montre ce qu'il a montré quoi. Donc en gros il est pas trop dans le truc, il est dans un entre-deux, tu vois. Ouais.
Mais bon, voilà. Et faut savoir que du coup, ils ont travaillé avec une équipe de tournage sur place qui est habituée à tourner là-bas et qui fait que, en gros, ils passent leur vie à travailler sur des adaptations de Moby Dick et du Loup des mers. Et même eux, ils ont dit quand même que c'était le tournage le plus difficile qu'ils ont fait, tu vois. Genre, je sais pas si vous voyez la scène où il y a Pattinson et Dafoe qui attendent, je crois que c'est un bateau au loin, il y a une pluie vraiment abusée. Ouais. Bah, c'était le temps qu'il y avait là-bas, quoi. Genre, non, mais Ah oui. ça devait être horrible. Non, si le temps vraiment. qu'on voit dans le film, c'était le temps du tournage, ça devait être Ah horrible oui. pour Non, mais si, les c'était vraiment équipes, le temps du tournage. la technique, Le matériel le et matos. tout. Non, bah voilà. Horrible. C'était un petit peu les petites anecdotes que j'avais. Elle est pas mal, l'anecdote sur Pattinson, justement, qui cherche des rôles un peu bizarres et tout. Ouais, mais ça va bien avec le personnage. Mais ça va bien avec le personnage, ça va bien avec sa volonté un peu de changer son image post-Twilight. Il avait fait The Rover, justement, de David Michôd, où il joue un homme un peu handicapé. Et ça me rappelle un peu ce que Daniel Radcliffe aussi fait post-Harry Potter, qui cherche aussi des rôles très bizarres. Donc on avait parlé de Swiss Army Man. Ouais. Et du coup, je l'ai vu depuis. Ouais, incroyable. Oui, regardez-le. Tu l'as mis Swiss Army Knife sur Twitter d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Comment j'ai mis ça? Je sais pas, mais t'as mis Swiss Army Knife au lieu de Swiss Army Man. Ah, mais voilà, ouais, mais il est très très bien. Et aussi avec le film Guns Akimbo, qui est pas ouf, mais il change aussi son image. Il y a un truc aussi où il a des cornes de bélier. Ouais, là. Horns, ça s'appelle. Je l'ai pas vu encore, de Alexandre Aja. Et il joue des trucs bizarres. Ouais, il joue des trucs bizarres, et là il va être à l'affiche du biopic de Weird Al Yankovic, qui est une personnalité très bizarre aussi du show business, qui a fait des parodies de chansons très connues. Et du coup, les premières images annoncent un film encore bien barré avec Daniel Radcliffe. Donc voilà, et j'aime beaucoup, moi, ces acteurs qui font ça, justement. Et Pattinson, je pense que son image, là, elle est changée. Enfin, il a plus la volonté, Batman, mais c'est juste que... Enfin, pour le grand public, en plus, avec The Batman. Ouais, mais je pense qu'il a fait The Batman pas pour le grand public, tu vois. Il l'a fait parce que le rôle l'intéressait vraiment et tout, et que justement, il choisit ses films en fonction de l'intérêt qu'il leur porte, de ce qu'il pense pouvoir apporter au personnage. Et c'est ça qui est cool avec ce genre d'acteurs, c'est qu'ils font pas leur choix de carrière au hasard, quoi. Et Willem Dafoe, pour revenir aussi sur l'autre acteur, c'est un rôle qui lui va très très bien. Willem Dafoe, les rôles de folie, je crois que ça lui colle un peu à la peau. Il a la gueule pour ça. Il n'y a pas grand monde qui pourrait. Non, et puis surtout, ce qui est formidable avec Willem Dafoe, c'est que peu importe le rôle, il s'investit à fond dans le jeu. Genre, dans le dernier Spider-Man, c'est le seul on a l'impression qu'il croit vraiment à son personnage. C'est le seul bon acteur du film. À chaque fois, il est trop à fond, quoi. Eggers, il en parle du coup, parce qu'il dit que les deux ont des façons de travailler complètement différentes. Que Dafoe, il vient aussi du théâtre comme Eggers. Ouais. Et que du coup, les deux sont complètement dans des délires différents. Et c'est pour ça aussi, je pense que Pattinson, au bout d'un moment, il pétait un boulon, parce que Pattinson, il est pas dans ces délires-là. Enfin, il rentre moins dans le truc, quoi. Et c'est pas lui d'ailleurs qui a fait une sortie sur le type d'acting. Ah, récemment. Oui, je crois que c'est lui, oui. Sur l'acteur studio. Oui, sur l'acteur studio, oui. Ouais, qui disait en gros. Il y croit pas, je crois. Ouais, je crois que c'est lui, mais bon. Oui, je crois aussi. Mais du coup, ça marche bien, le fait qu'ils aient deux formes d'acting très différentes, avec la dualité des personnages qui se haïssent, qui sont d'un coup dans une franche camaraderie. Je sais pas dire ce mot. Camaraderie. Ça marche vachement bien, et en plus, avec, je trouve, la mise en scène et le montage qu'il y a, c'est encore plus déstabilisant à chaque fois. Bref, c'est génial. C'est peut-être le film le moins accessible, par contre, de Eggers. Ouais, carrément. Ouais, et d'ailleurs, moi, je ne vais pas donner plus mon avis que ça. Mais du coup, je l'ai vu il y a longtemps. Et je l'ai vu en étant complètement crevé. Donc, j'ai pas eu le temps de le revoir depuis. Mais je me rappelle que j'étais allé avec ma sœur. Et quand on est sorti, elle a dit « C'est quoi cette merde ?» Donc, autant vous dire que c'est en même temps un film en noir et blanc, complètement fou, quoi, de A à Z. Et à la limite de l'expérimental par moment. Oui, carrément. Donc, ouais, elle a pas du tout aimé. Moi, j'avais kiffé. Mais je trouvais ça quand même très bizarre. Et en fait, avec le temps, maintenant, j'ai trop envie de le revoir, quoi. J'ai pas eu le temps, malheureusement, dans l'épisode. Mais ouais, franchement, c'est trop bien, quoi. Juste pour voir Pattinson. Et puis, il y a des scènes qui sont quand même vraiment ultra mythiques, quoi. J'ai un seul regret, c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma, quand même. Je pense que ça doit faire son petit effet au cinéma. Ouais, c'était pas mal. Et encore une fois, c'est un film à ambiance aussi beaucoup plus oppressant, je trouve, que The Witch. Et du coup, moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je le préfère aussi. The Witch, c'est quand même.
c'est assez oppressant aussi quand même. Ouais, mais C'est pas pareil, c'est un peu inquiétant, mais tu sens que c'est fait, que c'est le film inquiétant, alors que là, tu pars pas forcément pour ça et ça t'enferme avec eux, c'est de l'angoisse plus claustrophobe, quoi. C'est ça, et en plus avec l'environnement naturel qui leur tombe sur la gueule, putain, tu sens la pluie limite sur toi à chaque fois, t'as froid et tout comme eux, c'est génial. Bref, The Lighthouse, si vous avez pas trop peur de films très expérimental, foncez le voir quand même. Expérimentaux, je ne sais pas parler français des cas. Un festival, des festivals, expérimentaux. Des chevals. Bien dit. Bah oui. Bon, si vous voulez, on peut passer à la suite. Allez. Allons-y. Le fameux film The Northman, qui est sorti ce mercredi 11 mai. Avec un budget, du coup, alors j'ai eu du mal à trouver le nombre exact, qui allait entre 70 et 90 millions. Donc on a quand même un énorme jump par rapport à... Ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est quand même et on reviendra un peu une autre ampleur. Moi, je reviendrai un peu sur un élément justement par rapport au budget. Ok, et donc c'est un peu tôt. Il est encore trop tôt pour dire les retours sur investissement et la recette du film. On espère qu'il va bien marcher. J'ai vraiment la phrase de Jonathan Cohen qui me rentre dans la tête. Il est trop tôt pour le dire. Il est encore trop tôt pour faire un choix. Oui, il est encore trop tôt pour faire un choix. La Flamme, pour ceux qui connaissent. Et du coup, 87 jours de tournage. Donc, un peu plus, quand même. C'était 34, ouais, mais il devait y avoir beaucoup plus de lieux. 32 et 87, là. Ouais. Et on retrouve, du coup, en acteur, Anya Taylor-Joy, qui joue Olga, Alexander Skarsgård, qui joue Hamlet, Nicole Kidman, qui joue Gudrun, Ethan Hawke, mon petit chouchou, qui joue Orvendil, et Claes Bang, qui joue Fjolnir. Est-ce que tu veux nous le présenter, Louis ? Ouais, alors The Northman, c'est Hamlet. Voilà, c'est une réécriture en fait de Hamlet de Shakespeare, mais pas tout à fait. C'est faux. Pas tout à fait, effectivement. En fait, William Shakespeare a eu une source scandinave, d'une geste scandinave, qui s'appelle Hamlet. Et j'ai pas. Ça s'appelle The Northman. Non. Non, c'est pas une blague. Ah ouais ? Ouais, le vrai nom, c'est The Northman. Je crois, ce que j'ai dans mes recherches, j'ai vu. Mais voilà, du coup, le personnage principal s'appelle Hamlet, mais pas écrit avec un H au début. Ouais. Et c'est ça, ça raconte l'histoire de Hamlet, donc d'un roi. Non, moi je te coupe parce que je viens de trouver le nom. C'est vas-y. History of the Danes. Ok, bon voilà. Donc... Et l'historien, c'est Saxo Grammaticus. Voilà, donc c'est une geste. Donc en fait, c'est des légendes c'est ça, nordiques. Ouais, c'est nordiques qui existent depuis super longtemps de manière orale et qui a été écrite par Saxo Grammaticus. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une saga, du coup. Ouais, c'est ça, c'est les sagas. Et donc, on n'est pas tout à fait sûr encore que Shakespeare s'est inspiré de ça, mais quand même, les points communs sont très très gros. Et donc dans cette saga, Hamlet doit venger son père qui a été tué par son oncle. La fin est très différente de la pièce de Shakespeare et donc du film de The Northman qui, pour le coup, The Northman ressemble beaucoup plus à la pièce de Shakespeare. La vraie différence qu'il y a entre l'adaptation de Shakespeare et celle de Saxo Grammaticus, c'est que, en gros, dans celle de Saxo Grammaticus, c'est beaucoup plus héroïque. Et en gros, il y a beaucoup moins de questionnements sur la vengeance, etc. Enfin, c'est plus frontal. Et la fin est pas tragique comme la pièce de Shakespeare. En fait. Ouais, c'est ça. Et en gros, on est vraiment sur un truc où on héroïse énormément l'homme et c'est beaucoup plus viriliste, etc. que Shakespeare. Désolé de te couper, mais vu qu'on était dessus... Petite question, est-ce qu'on spoil le film, sachant qu'il est sorti il y a très peu de temps ? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler ou pas. Enfin, voilà, Hamlet, en disant que c'est Hamlet. Oui, bien sûr. Voilà, donc pour revenir sur The Northman, donc c'est l'histoire donc de Hamlet qui voit son père mourir devant ses yeux, tué par son oncle Fjolnir, et il décide donc de se venger une fois adulte, car il a la prophétie qui le lie à ce destin. Et donc voilà, et donc si vous connaissez la pièce de Shakespeare, on est sur une histoire de vengeance, sur la base de l'histoire de la vengeance, en fait. Et donc, voilà. Je dis mon avis, peut-être ? Vas-y. Et moi, j'ai bien aimé. Je suis sorti du film un petit peu mitigé, et au final, en y repensant aujourd'hui, j'ai quand même bien aimé. En fait, ce qui me gêne le plus dans le film, c'est peut-être le fait que l'histoire, il n'y a pas vraiment de surprise. Et en fait, c'est par rapport aux autres films de Eggers. Par rapport aux autres films de Eggers qui m'avaient vraiment surpris, tant sur l'histoire que sur la forme, là, j'étais beaucoup moins surpris par The Northman.
Et donc, voilà. Mais globalement, c'est un très bon film, un très beau film, visuellement, d'une réussite visuelle éclatante. C'est vraiment, vous allez en prendre plein les yeux. Mais voilà, je trouve que le film est trop simpliste même, pour ce que Eggers nous a déjà proposé. Mais c'est pas si gênant que ça, et du coup, ça fait que le film est très accessible, pour le coup. Et ce que j'aime un peu aussi moins, c'est qu'il y a un gros effet blockbuster. C'est le blockbuster de Robert Eggers. On en parlait justement avec Pauline en sortant du cinéma. Il a voulu tenter cette expérience de film à gros budget. Il l'a fait son truc. C'est bien. Et du coup, qu'est-ce qui te gêne là-dedans ? Eh bien, c'est qu'il y a moins sa patte. Du coup, il y a moins... Je sais pas, il y a moins... C'est clairement son film qui a le moins de personnalité. C'est ça. C'est son film qui a le moins de personnalité. Mais... en soi, j'ai quand même passé un super moment devant le film. Je le regarderai avec plaisir. Et donc voilà, vraiment très très bon. Si tous les blockbusters d'Hollywood pouvaient ressembler à celui-là, vraiment, ce serait cool, quoi. Pauline ? Moi, je rejoins pas mal Louis. Je trouve que il a un peu moins de personnalité que les autres et on sent un peu l'effet blockbuster épique, voilà, son grand truc. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Eggers, il a dit que là, il a fait son truc gros budget et tout et plus jamais. Enfin, genre que maintenant, c'est un peu plus mitigé, je crois, ce qu'il dit. Bah, il veut revenir à des trucs quand même plus... Enfin, avec moins d'ambition, quoi. Parce que je pense que c'est là qu'il est le meilleur pour justement montrer son univers. Donc après, l'aspect quête épique, moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, du coup, c'est très... ça se suit bien, effectivement, c'est assez accessible. Et puis ouais, comme a dit Louis, c'est très beau. Il y a beaucoup de scènes qui sont tournées en Islande, dans des paysages absolument magnifiques, des plans larges. Bon, bah voilà, c'est vraiment super. Et au niveau de l'écriture, du coup, oui, vu que c'est reprise de Hamlet, c'est la base de la vengeance, tout ça, parfois c'est un petit peu simpliste, on va dire. Enfin, t'as des grosses ficelles, c'est vraiment les étapes, les péripéties, la conclusion assez littérale, ce qui est pas étonnant pour un film tiré de la littérature, mais voilà, faut pas s'attendre à un scénario ultra fouillé, je pense. Même dans les émotions des personnages, je trouve que parfois c'est un petit peu simpliste. Bon, bah voilà, je suis tiraillée entre la femme que j'aime, la vengeance pour mon père. C'est des situations qu'on connaît très bien. Mais, ça m'arrive toujours. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est comme a dit Louis, en fait, si tous les blockbusters hollywoodiens pouvaient ressembler à ça, enfin, il s'est quand même ultra appliqué. Il y a un plan séquence d'attaque de village par les Vikings qui est incroyable. Genre, il est trop beau, ce plan séquence. Il fait quelque chose de beau, il fait quelque chose de travaillé techniquement, et pour le coup, c'est là où on peut vraiment pas lui reprocher, quoi. Son film, il est vraiment très très travaillé. Après, il y a d'autres petits points qui m'ont peut-être gêné. Au niveau des acteurs, par exemple, j'ai pas du tout aimé la performance de Nicole Kidman. Ouais, elle est très mauvaise. Ouais. J'ai pas trouvé bonne Je suis pas forcément toujours fan des acteurs qui prennent des accents, donc on a dit que Anya Taylor-Joy elle est très forte pour le faire, et effectivement dans le film ça passe très bien. Skarsgård, il est suédois à la base, donc ça passe bien. L'oncle aussi, il est nordique, il est danois. Ouais. Donc ça passe bien aussi. Les autres, et c'est peut-être... Hawke, c'était un peu bizarre. C'est peut-être un petit peu plus caricatural. Ouais, c'est vrai que Ethan Hawke et Nicole Kidman, c'est peut-être c'est un peu chelou. Ce qui faisait un peu plus faux, quoi. Ouais. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'imaginaire mystique du film quand il a toutes ces séquences un peu de rêves hallucinatoires avec l'arbre de sa famille, avec pour rejoindre les portes de Mjolnir ou un truc. Enfin, je sais plus. Du Valhalla. Enfin, ouais, voilà. C'est Valhalla, mais c'est du Valhalla. Valhalla. Et j'ai trouvé que c'était assez bien distillé dans le film, le côté mystique, que le film il reste quand même très terre-à-terre, barbare. D'ailleurs, avec une violence qui change encore une fois des blockbusters américains, même si c'est peut-être un peu dans la retenue par moment, mais c'est quand même, il y a quand même une violence très graphique. Tu trouves que c'est dans la retenue par moment ? Au début, moi j'ai trouvé... Dans la manière de filmer, pas dans les faits concrets. Mais dans la manière de filmer, on sent qu'il y a certaines choses qui auraient pu être montrées de manière un peu plus trash. Mais j'aurais en une anecdote sur ça après. Mais en soi, vous allez voir du sang, vraiment des membres coupés. Enfin, La scène complètement dégueulasse
Les bouts de Oui, les Oui. bouts de corps collés sur un Pour moi, c'est à on ce les moment voit sur la très peu. maison. on les voit très peu, mais pour Mais on moi, les ça- voit assez pour que ça te titille et que tu Bien vois. sûr. mais moi je trouve que c'est quand même passé très c'est passé rapidement. très vite et c'est. Ouais, mais je trouve que c'est suffisant. moi, Tu je vois, trouve. c'est pas en mode regardez, tu Non, vois, c'est genre non, c'est vrai. deg, et puis tu passes à autre chose et Bah, Oui, mais ça passe très vite. Moi j'ai et pas eu le temps d'être dégoûtée, tu vois. Déjà, ça représente un cheval. Hein. Oui. Oui. Moi, c'est pareil. J'ai pas eu le temps d'être dégoûté. Et en plus, c'est à ce moment-là vraiment que la violence du film, enfin, se libère un peu de ses chaînes. Ouais. Moi, je pense au début, au moment où la mort du père, donc joué par Ethan Hawke, où l'oncle doit le décapiter, c'est coupé. On voit l'épée se lever, ça bat. Juste avant que l'épée s'abatte, on coupe sur un plan du gamin qui voit cette scène. Je veux pas appeler la violence pour la violence ou du sang pour du sang, mais c'est pas ce que m'avait vendu la bande-annonce du film. Non, En mais fait. des décapitations, il y en a quand même. Hein. Oui, Après, On voit ça la peut- tête tomber. Hein. oui, mais en fait, c'est pas ce que le film m'avait vendu dans la bande-annonce. Après, ça peut être intéressant, la mise à distance, justement, Bien sûr. avec le regard d'enfant. Bah, bien sûr, je euh, pense que c'était fait exprès. Et ensuite, mais- la violence qui explose quand vraiment il dit je vais leur faire vivre un cauchemar. Ouais. Mm. Et du coup, moi, je rejoins aussi pas mal Pauline sur l'aspect mystique du film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a aussi beaucoup fait penser au jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla. Par certains moments, donc il y a ce mélange entre mysticisme et histoire, en fait, historique. Donc moi j'avais bien aimé, c'est un mélange que j'aime beaucoup. Donc Il y a un côté peut-être un peu Game of Thrones pour ceux qui. ouais, Enfin, pour Moi, je trouve raccrocher pas, mais- le très grand public. Bah, je trouve un peu Dans- avec le côté mythe et en même et temps. réaliste, un petit peu plus terre à terre. Ouais, voilà, je vois c'est ce ça. que tu veux dire. Le Moi- mélange moi- entre terre à terre et Ouais. les mythes, et puis un Je peu vois ce que tu les veux dire. batailles qui restent des batailles à l'épée. Je suis assez d'accord. Et pour revenir aussi sur cette adaptation de Hamlet, il a repris le thème justement de cette vengeance, comment ça transforme un homme en animal, mais il y a dans la mise en scène, parfois c'est pas très subtil. Ne serait-ce qu'au début, on le présente donc comme un berserker. Dans la mythologie scandinave, un berserker, c'est un guerrier qui a la force d'un ours, donc qui est un animal. Mm. Et du coup, c'est pas très subtil dans le thème de Hamlet, quoi. Enfin, il nous dit, regardez la vengeance, on est des animaux quand on se venge, regardez. Et il nous l'enfonce ça, coup de burin dans le crâne, alors que Eggers, c'était beaucoup plus subtil dans ses deux premiers films. C'est vrai que tout le long, c'est le côté animal est super imagé. Dès le début, c'est un louveteau. Il y a la séquence avec son père où il se comporte comme des chiens, loups, on sait pas trop. Il y a des moments où il hurle comme un loup. Moi, Ouais. je crois que c'est vraiment de la source de base. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais très, du très coup, présent. Ok. c'est C'est vrai que la mythologie. et la mythologie nordique voilà. a une sorte aussi de lien avec l'animalité de l'homme. Oui. Mais du coup, dans le thème de Hamlet, du livre, c'est pas très subtil. En fait, dans le thème de l'adaptation, je sais. Mais ça vient pas d'Hamlet, hein, vraiment. Hein. C'est complètement différent. Enfin, pas complètement Hamlet, différent, mais tu peux pas le relier au Hamlet de Shakespeare. Mais Hamlet de Shakespeare, c'est bien ça. C'est aussi être tiraillé entre la vengeance et, Oui, mais et ce qu'on justement. nous offre, et ce que la vie nous offre. Et il est transformé en être complètement animal à la fin en tuant tout le monde. Presque. En plus, d'après ce que dit Louis, la fin est plutôt proche de Shakespeare que Voilà, en du plus, Oui, mais livre je de veux dire, base. tous les questionnements et tout moins subtils, le fait que ce soit moins subtil, ça vient vraiment de la source de base qui l'est beaucoup moins, où c'est Ouais, vraiment aussi, un truc bien sûr. très viriliste. En Mais mode, du coup, ça se ressent. Il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus subtil dans sa mise en scène. Et là, c'est une mise en scène, au final, très blockbuster, où on te prend un peu par la main. Et du coup, c'est beaucoup moins subtil que ce que j'ai pu retrouver chez Eggers. Après, ça veut pas dire forcément que c'est mauvais. C'est juste que moi, j'ai un peu moins préféré comme ça. Mais voilà, c'est tout. Et encore une fois, malgré... on a l'impression que j'ai pas aimé le film. Alors que si, vraiment, j'ai beaucoup aimé le film, malgré ses défauts. Et du coup, c'est la grande force du film, finalement, c'est de m'avoir transporté, malgré ses défauts. Et encore une fois, grâce à son travail d'ambiance, on en parlait, t'en parlais des cas, l'ambiance de Eggers, là encore une fois, est réussie. La précision de ses décors, de son montage, de ses plans, c'est réussi aussi. Donc, Et ça peut être une bonne porte d'entrée pour Eggers. voilà, et encore une fois, voilà, c'est son film le plus accessible
et une très bonne porte d'entrée à son univers, parce qu'il y a quand même certains points qu'on retrouve de Eggers, malgré le fait que ce soit un film avec un peu moins de sa personnalité. Et je pense que le film peut faire un certain succès par rapport à The Lighthouse, qui était très intimiste, parce que là déjà les distributeurs ils ont pris je sais pas s'ils prennent des risques ou pas, mais en tout cas ils ont très bien distribué le film. Oui, malgré ce qu'on peut trouver sur Twitter. Voilà, malgré ce qu'on peut lire sur Twitter, le film est vraiment très bien distribué en France. Il y a énormément de salles qui le passent. On verra combien de temps il restera. Faut voir combien de temps il reste, mais voilà. Bon là, c'est pas très surprenant, mais ce matin, il a fait le meilleur démarrage au 9h des Halles, ce qui généralement est un bon indicateur de. Qu'est-ce que le 9h des Halles ? C'est la séance de 9h au cinéma des Halles de Paris, et en fait, souvent cette séance est prise comme référence pour un petit peu déterminer le succès ou non d'un film. Si un film fait beaucoup d'entrées à cette séance-là, c'est un plutôt bon signe, et inversement. Et donc là, il a fait le meilleur démarrage du jour. Donc, je pense qu'il y a bon espoir que ça réunisse un petit peu les fans de Eggers, de cinéma indépendant, les personnes qui ont envie de voir des histoires de vikings qui se tabassent, qui ont joué au Assassin's Creed, ce genre de trucs. Ou qui ont vu la série Viking, je pense que vous ne serez pas perdus non plus. Et on l'a bien vu, nous, on est allé le voir donc en avant-première. La salle était quand même bien pleine, avec toutes sortes de publics. Donc vraiment, je pense que c'est un beaucoup film... de jeunes. Ouais, beaucoup de jeunes. Et je pense que c'est un film, du coup, assez accessible. Donc foncez le voir, vraiment. Et toi, Deka, qu'en as-tu pensé ? Vous avez un peu tout dit, mais moi, j'avoue, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je disais, moi, à partir du moment où l'ambiance, elle est bonne, moi, je suis dedans, je suis pris et je kiffe. Il y a des plans que j'ai trouvé absolument incroyables. Pour moi, mon plan préféré, c'est celui avec la Valkyrie. Je l'ai trouvé... justement, je pensais à ça quand je disais que l'imaginaire mystique était super bien imagé. Alors en fait, ça, Eggers, il en parle aussi. Et il dit qu'en gros, la société viking, elle n'est pas du tout athéiste. C'est-à-dire que pour eux, ils ne font pas de différence entre la religion et la vie de tous les jours. Donc en gros, ça fait partie intégrante de leur vision du monde, etc. Et c'est quelque chose qu'il a voulu retranscrire dans son film. C'est pour ça que c'est autant présent, c'est qu'il n'y a pas de différence, quoi. Pour eux, moi, je trouvais ça très intelligent, justement. C'est très bien fait, hein. Et donc moi j'ai trouvé ça très bien, je trouvais les acteurs bons, sauf Nicole Kidman un peu en dessous, Ethan Hawke, on le voit moins, mais après j'aime tellement Ethan Hawke que je vais pas critiquer, mais oui, un petit peu en dessous quand même. Écoutez, si vous voulez, moi je peux lâcher mes anecdotes là on repart sur les petites anecdotes si vous voulez. Professeur Deka. Ouais. Je voulais dire un truc, c'est passé, j'ai oublié. Bon, bref. Ok. Alors déjà, il faut savoir qu'au début, Eggers, quand on lui a parlé de faire un film sur les Vikings, il n'était pas du tout intéressé. Enfin, franchement, les Vikings, ça l'intéressait pas du tout, parce qu'il disait que c'était trop macho pour sa sensibilité. Ça m'étonne pas, en plus. Oui. C'est assez éloigné, en plus, de ses inspirations, quelque part. Oui, sur The Witch, ça parle après, quand même... s'il adore Bergman, c'est un mec du Nord, qui a beaucoup exploité la mythologie, une autre mythologie du Nord, mais... Je vais en parler d'ailleurs. Quand il a fait des films comme La Source et tout, c'est des mythes... nordiques qui sont adaptés d'une manière très différente, mais ça peut rejoindre un petit peu ses inspirations. Ouais. Et donc, en gros, il s'est rendu avec un pote à lui à Keflavik, donc c'est à l'extérieur de Reykjavik, qui est la capitale de l'Islande. Et il a été vraiment ultra impressionné par les volcans et tout. Et il disait qu'on aurait dit la préhistoire, quoi. Il a trouvé ça trop stylé. Et il dit que la voix de la sorcière du film... le film de Bergman, Virgin Spring. C'est La Source, c'est la celui dont je parlais. Ouais. Ok, voilà. Et en gros, il a dit que quand il s'est retrouvé là-bas, et il a eu la voix du film, c'est Odin, je crois que c'est ça, voilà. Ouais. Il a pensé directement à ça, et il a vraiment, c'est ça qui l'a motivé à faire. Et donc, quand il est arrivé donc sur place, il y a un ami de Björk qui voulait qu'il la rencontre. Et donc, au début, il voulait pas, parce qu'il sentait qu'il y avait une pression un peu à aller la voir et d'avoir des choses intéressantes à dire, alors que là, lui, il avait pas grand-chose à dire, mais du coup, ils se sont vus. Elle a cuisiné du saumon, pour l'anecdote. C'est très, très intéressant. Et donc, elle a dit qu'elle avait vu The Witch, et elle a présenté Eggers à un écrivain qui s'appelle Sion, S-J-O-N, je sais pas comment ça se prononce, et qui est du coup qui est le co-scénariste du coup du film. Okay. Il avait écrit un roman sur la sorcellerie en Islande au XVIIe siècle. Eggers, il a lu tous les romans, il a trouvé ça ultra stylé. Du coup, il s'est dit voilà,
c'est trop bien, viens, on écrit un film ensemble sur les Vikings et tout. Et il dit voilà, qu'il a jamais été impliqué dans un projet d'une telle envergure, bon, évidemment. Et que, donc, ce qui est aussi intéressant, c'est comparé à The Witch et The Lighthouse, qui sont 2 films qui retracent vraiment l'histoire américaine primitive, quoi. Là, il est parti sur quelque chose de complètement différent avec The Northman, quoi. The Northman, c'est un vrai virage pour Eggers. Et donc, c'est des nouvelles références culturelles, donc il a dû de nouveau énormément travailler. Et j'ai vu beaucoup de retours comme quoi c'était un des films de Vikings les plus historiquement justes, quoi, au niveau de tout ce qui est montré sur la mythologie, sur les bijoux, par exemple, le maquillage, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui critique Eggers, c'est qu'il dit bon, voilà, on a beaucoup une vision des Vikings avec les chapeaux avec des cornes, avec énormément de tatouages, tout ça parce qu'il y a un écrivain un jour qui a dit que les Vikings avaient des tatouages, et du coup, on met des tatouages partout chez les Vikings, on leur met beaucoup de maquillage et tout sous les yeux, des trucs et tout, alors qu'en fait, il y en a qu'un qui le dit et on n'est même pas sûr que ce soit vrai, quoi. Donc, il a dit qu'il voulait pas faire quelque chose de cool pour que ça soit cool, quoi. Si c'était pas historiquement un minimum viable, ça l'intéressait pas. Et ça se voit, d'ailleurs. Oui, ça se voit complètement. Donc voilà, donc après il y a les images récurrentes du film, par exemple l'Arbre des Rois, on en a parlé un petit peu, je crois, mais qui c'est ultra stylé. En gros, l'Arbre des Rois, c'est un arbre et qui relie en une lignée de rois et par les veines, en fait, c'est un arbre généalogique. Mais où tout est relié par le sang et les veines. Donc l'arbre est fait des veines des rois et reines, du coup. Donc ça serait basé sur Yggdrasil, si vous connaissez. L'arbre monde qui relie les 9 mondes. Voilà. Donc voilà. Et donc Eggers, donc ça c'est ce que tu disais tout à l'heure, Pauline, sur le fait qu'il referait pas un gros blockbuster. En fait, il a fait l'éloge de New Regency. Donc c'est ceux qui ont fait le montage, je crois. Et en gros, il a dit que l'expérience de montage de The Northman, c'était l'expérience la plus douloureuse de sa vie et qu'il ne pensait pas le refaire. Il a déclaré, donc, même si cela signifie de ne plus jamais faire de film de cette taille, et d'ailleurs, j'aimerais faire un film de cette envergure, j'aimerais même en faire des plus grands, mais sans contrôle, je ne sais pas, c'est trop dur pour moi. Donc, c'est vraiment Et on va revenir par contre vite fait sur The Lighthouse, du coup, parce qu'on parlait d'A24 sur l'épisode d'avant. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais il dit qu'on lui a laissé une liberté incroyable sur The Lighthouse. Donc donc le changement a dû lui faire bizarre quand même. Ouais. Donc, Et c'est pour ça que ça va peut-être, même s'il aimerait faire des films de grande ampleur, aujourd'hui, actuellement, il trouvera pas de boîte de prod qui lui lâche. À part s'il arrive, je sais pas, à se faire financer par Netflix, mais je sais pas si lui il a envie de faire des films pour Netflix, tu vois. Et même Netflix. Netflix, je crois qu'il laisse quand même, quand il donne des cartes blanches à leur réal, a priori, il leur donne, quand il donne des cartes blanches, je parle à Scorsese, tu vois. Mais c'est Scorsese, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas encore ça, mais c'est pour ça que ce sera difficile pour lui de faire des films de cette ampleur avec un total contrôle. C'est quasiment impossible aujourd'hui. Alors qu'il aimerait, quoi. Et moi, j'aimerais bien voir un truc encore plus gros d'Eggers, même si j'aime bien ce film un peu plus intimiste. Mais je pense que c'est pour ça que j'avais vu Plus Jamais. En gros, c'était dans les conditions. Dans l'expérience, pas dans l'ampleur. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant à voir quand même. Eggers sur un plus grand film. Et du coup, la dernière anecdote, on va finir le dernier film par une anecdote de Zizi, encore. Parce que, alors, pour ceux qui connaissent pas Eggers, il est aussi pas mal porté sur les flatulences. Ouais, un petit peu. Mais donc, du coup, on lui a demandé, parce que du coup, en fait, c'était dans la même interview où il parlait de The Lighthouse, et qu'il voulait... oui, je la connais, l'anecdote. Voilà. Ah bon ? Ouais, je l'ai lu sur Twitter. Ok. Tu me diras, parce que si c'est passé là. C'est peut-être celle-ci. Enfin, je sais pas si. Non, mais en gros, il dit juste que il voulait faire d'autres films où c'est un autre film en tout cas, The Northman, où il voulait des pénis dedans et il les a pas eu. Par exemple, dans le combat final entre Hamlet et Fjolnir, qui est ultra stylisé, on nous en dit pas plus, mais c'est au pied d'un volcan, c'est magnifique. C'est un peu. Un peu Mustafar dans Star Wars 3. Ouais, c'est vrai. Et donc les deux personnages sont nus, mais on voit que leur silhouette en gros. Et donc lui dit c'est probablement une bonne chose que nous n'y voyons pas de pénis. Cela pourrait détourner l'attention de l'histoire et de l'attention, car les êtres humains sont des créatures si tristes que nous essayerons d'apercevoir le zizi tout le temps, en gros. C'est peut-être parce que les bêtes sont très bien montées. Peut-être. Et donc il dit par contre que la nuitée frontale, elle aurait pu apporter quelque chose à la séquence du raid
du village. Ok. Et il aurait voulu, lui... Les faire attaquer Ah oui, nu. nu, Ouais. c'est ça que j'avais lu. Et du coup, il l'a pas eu. Mais il l'a pas eu non plus. Donc, il dit que ça aurait été beaucoup plus effrayant de voir que certains berserkers complètement nus, quoi. Et donc, on va conclure avec... en tout cas, je vais conclure mes trucs avec une petite dernière anecdote qui parle un peu des 3 films, on va dire. Du coup, le journaliste a demandé un jour à Eggers pourquoi tous ces films se déroulent dans le passé. Et Eggers a envoyé une citation de John Dryden, qui est un poète du XVIIe siècle, qui dit « Car l'humanité est toujours la même, et rien ne se perd dans la nature, même si tout est modifié. » C'est beau. C'est beau. Donc voilà. C'est intéressant. C'est vrai que c'est que des films qui se passent dans le passé, c'est très très cool. Moi j'aime bien. Et que des films qui commencent par The. Donc son prochain film, The quelque chose peut-être ? Non, son prochain film, c'est Nosferatu. Et du coup, c'est pas Dracula alors ? Non, je me suis trompé, je crois vraiment que c'est Nosferatu. Donc c'est une nouvelle adaptation. C'est une adaptation de celui de Murnau. Bah oui, parce que comme on disait tout à l'heure, il l'a est refait ultra fan, il était étudiant, théâtre et tout. Donc The Nosferatu. Ouais, et d'ailleurs, une fois on lui posait la question, oui, si vous pouviez faire un remake d'un film de Bergman, lequel ? Bon, déjà, il a dit faire un remake d'un film de Bergman, bon, on va se calmer. Ouais. Et après, il a dit, mais bon, je vais quand même faire un remake d'un film de Murnau, donc bon, je suis quand même un peu teubé, tu vois. Et sinon, il a dit que Persona, s'il devait faire un film de Bergman. Ah ouais. Mais bon, il a dit que bon, c'était pas rien. Affaire, hein. Non, il a dit que non. Mais bon, il fait quand même Nosferatu, c'est pas rien. Et d'ailleurs, ça devait être son 2e film à la base, Nosferatu, et ça a été repoussé et tout, parce qu'il disait, bon, c'est un peu trop tôt quand même pour arriver, faire un Nosferatu. Non, mais moi, le truc, c'est que. Enfin, on digresse un peu, mais Persona, c'est tellement. Enfin, les qualités du film sont tellement. Genre, intrinsèques au film. Enfin, pour moi, c'est irrefaisable. Ouais, non, mais ça va, Pauline. On va parler de Bergman dans l'émission, t'inquiète pas, on va en parler. J'espère, parce que c'est faut pas que j'en vois. spécialement prévu. Ouais, mais j'ai envie d'en voir. J'en parlerai tout le temps. J'ai envie d'en voir. Vas-y, en vrai, ça a des trucs à dire. Go. Non, mais Persona, genre, c'est un, moi, j'ai pas vu Persona, mais faut que je le vois. des plus grands films de l'histoire. J'ai vu le 7e saut. Et en fait, le film joue énormément sur le rapport du spectateur au film. Et du coup, il y a tout un tas de choses hyper méta dans le film, de brisage du 4e mur, enfin, plein de choses. Et en fait, je trouve que le film, enfin, ce qui fait qu'il est incroyable, c'est tellement ce que Bergman en a fait, justement, ce rapport entre Bergman et le spectateur, que pour moi, c'est irrefaisable. Genre, tu peux pas adapter d'une autre manière parce que le personnage, c'est le personnage de Bergman, quoi. Mais après, je pense qu'il a dit ça parce que ça doit être son Bergman préféré. Et, oui, c'est ça. Mais je suis pas sûr que ça voit le jour parce que. Non, je pense pas. En tout cas, le Nosferatu, oui. Et je dois dire que je pense que c'est en top 3 des films que j'attends le plus de tous les films. Et du coup, je trouve ça plus logique qu'il adapte Nosferatu qu'un Dracula. Parce que Dracula, c'est quand même je trouve un film très gros budget aussi, en tout cas aujourd'hui peut-être. Ouais, je vois mal le faire un peu plus intimiste, alors que Nosferatu un peu plus. Ouais, après, enfin, je sais pas, tu fais une vraie différence entre Nosferatu et Dracula ? Ouais, il y en a une. Bah, vas-y. Je le dirai quand on fera l'émission Nosferatu. Ah oui, c'est vrai qu'il spoil un petit peu, il tease. Je tease. L'épisode Nosferatu, donc si vous voulez savoir la différence entre un Dracula et Nosferatu, abonnez-vous. Continuez de nous écouter. Oui. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire ? Regardez du Eggers et commencez par The Northman si vous êtes un peu frileux. Et je pense qu'il sera toujours en salle quand ce podcast sortira, oui. donc regardez The Northman et regardez Eggers. Regardez des films. C'est fini ? Ouais. Et bah écoutez, on peut passer au reco. Alors qui dit épisode PR dit reco et non pas film du Letterboxd. Et donc on va commencer avec Louis peut-être pour ta reco. Ouais, alors ma recommandation que j'ai eue qu'aujourd'hui, j'y ai pensé vraiment. Il y en a qui travaillent plus ces épisodes que d'autres. Non, ouais, j'y ai pensé aujourd'hui. J'avais pas grand-chose à penser à part ça, mais voilà. Bref. Donc Marocco, en fait, un peu donc recommandation du dernier moment. C'est un film, un moyen métrage de 56 minutes. Ça n'existe pas les moyens métrages, c'est un court métrage. Du coup, moyen métrage ou court métrage, qui est disponible sur Prime Video. Voilà, j'essaye de faire un peu des recos qui sont disponibles pour tous. Je voulais un peu l'allier au thème des 2 épisodes, là, du 3 et du 4, mais j'y ai pas pensé. Donc ce court-métrage s'appelle Guava Island de Hiro Murai, avec donc Donald Glover, que vous connaissez aussi peut-être sous le nom de Childish Gambino. C'est avec Rihanna aussi et l'actrice Laetitia Wright. Alors, Hiro Murai, c'est un réalisateur de clips
à la base et qui a beaucoup collaboré du coup avec les clips donc de Childish Gambino, Donald Glover qui fait aussi de la musique. C'est celui qui a fait This is America ou pas ? Oui, et c'est ça. Et Hiro Murai a réalisé aussi le clip de This is America. Et donc il a réalisé donc Guava Island, qui est un conte un peu folklorique des îles des Caraïbes, qui raconte l'histoire d'une île qui est dirigée par une sorte de mafieux magnat des affaires et qui est le patron de la majorité des employés de l'île, dont les 2 personnages principaux qui sont joués donc par Donald Glover et Rihanna. Denis, joué par Childish Gambino, veut organiser un festival de musique, mais il doit faire face à son tyrannique patron qui ne veut pas car il a peur que les employés ne viennent pas travailler le lendemain du festival. Et donc voilà, il est un peu tiraillé entre le choix de vivre sa vie de musique ou de travailler toute sa vie. Et en parallèle, on suit donc son histoire de couple avec donc le personnage de Kofi qui est joué par Rihanna, sublime Rihanna. Et c'est un très beau film musical avec des très bonnes musiques, donc écrites et composées par Childish Gambino, où on réentend notamment This is America. Donc c'est une comédie musicale avec une ambiance insulaire estivale qui fait du bien. Vraiment, il y a un côté Caraïbes dans les musiques et tout qui fait vraiment beaucoup de bien et englobé dans une histoire d'amour très belle avec une fin un peu tragique mais pleine d'espoir. Et vraiment, foncez le voir, ça dure que 56 minutes. Il y a de la très bonne musique. Donc, vraiment, foncez le voir. Et en plus, si vous ne connaissez pas Rihanna en tant qu'actrice, elle est une très bonne actrice. Et ce film, elle est exceptionnel. Et Donald Glover, foncez écouter ses musiques sous le nom de Childish Gambino. C'est du très très bon. J'ai vu le film et effectivement, je recommande à fond aussi. C'est vraiment trop bien. Quelle année ? 2019, okay, ouais, 2018, 2000, ouais, c'est assez récent. Okay. Ouais. Et donc Donald Glover, Childish Gambino, ouais, c'est ça. Donc c'est ça, c'est en même temps avec Rihanna, quand il a explosé. Et si vous le connaissez pas, aussi regardez la série Community, qui l'a un peu fait connaître. Il a pas fait Atlanta aussi ? Ouais, c'est pas Atlanta ? Oui, mais il l'a fait avant une série. Oui, il l'a fait avant Community. Mais c'est pas plus Atlanta qui l'a fait connaître que Community ? Il y a eu Community avant. Okay. C'est moins connu qu'Atlanta, ouais. Mais Community, c'est très drôle. C'est un peu plus intimiste, mais c'est vraiment très très drôle. Et c'est une des meilleures séries comiques des années 2000. Donc foncez aussi voir ça. Et foncez voir Guava Island, disponible sur Prime Video. Comment tu l'écris ? Guava. Et plus loin, Island. Ouais. Ok. Voilà, donc sur Prime Video. Pauline, tu nous fais ta reco ? Ouais, alors moi j'ai choisi de faire une recommandation de film qui peut-être chez les plus chanceux d'entre vous sera toujours au cinéma. Ça s'appelle Et j'aime à la fureur de André Bonzel. André Bonzel, pour ceux qui voudraient le raccrocher à quelque chose d'un petit peu connu, c'est le co-réalisateur de C'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poelvoorde. Et du coup, Et j'aime à la fureur, en fait, c'est un film qui est basé sur sa vie. Et en fait, il retrace sa vie à travers sa collection personnelle de bobines. Il collectionne les bobines de films depuis qu'il est tout jeune. Donc, il a des films de famille, comme des films de gens qu'il ne connaît pas. Enfin, juste, il ramassait toutes les bobines qu'il pouvait sur les brocantes, tout ça. Et du coup, en fait, il fait un montage de sa collection de bobines pour raconter sa vie et pour que les images collent à sa vie. Et je trouve ça magnifique sur ce que ça raconte de son rapport au cinéma, qu'il arrive à raconter sa vie par le biais de celle d'autres gens, du cinéma, et voilà, d'archives de famille, mais toujours filmées, quoi. Et parce que tout colle très bien avec ce qu'il dit, c'est voilà. La bande originale est super belle, elle est composée par Benjamin Biolay, c'est vraiment sublime. Et en fait, le film, c'est une expérience hyper spéciale. Enfin, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir parce que voilà, c'est une sorte de collage. C'est un mec qui parle de sa relation avec son père et ses meufs pendant 1h30, quoi. Mais c'est incroyable. Enfin, c'est magnifique. Ça importe totalement. C'est super émouvant. Il parle à la fois donc de lui-même, du cinéma, de l'histoire de France, parce qu'il remonte jusqu'à super loin en montrant les films de ses ancêtres et tout.
Et il parle de la vie, et franchement, super beau. Et pour le petit teasing, parce que je fais aussi de l'autopromo parfois, André Bonzel a accepté de répondre à une interview de notre part, qui sera publiée dans le prochain magazine Super Seven, qui devrait sortir courant de l'été. Donc voilà. Sûrement un banger. Exact. Donc si vous voulez en lire plus sur Et j'aime à la fureur et sur André Bonzel, n'hésitez pas à suivre ce projet. Frigo a réussi à récupérer un micro. Bonjour. Comment tu vas, Frigo ? Écoute, déçu de ne pas avoir pris mon micro, mais on est là. Les gens sont très déçus. Oui, je me doute que tout le monde doit être déçu, forcément. Est-ce que ça t'inspire des gens qui prennent des bobines de films ? Un peu. Ça t'inspire Cinéma Paradiso ou pas ? Ouais. Des bons films, ouais. Pour ceux qui n'ont pas écouté, n'hésitez pas à écouter notre épisode La cinéphilie suédoise, où on revient sur Cinéma Paradiso. Et vous verrez la vie de Frigo sur ce film. Donc Frigo, même si t'as pas pu parler, on voulait quand même que tu fasses une reco. Ouais, alors juste, je donne mon avis en bref. Oui, vas-y. Au moins, ça permet de le faire. Chose, t'as raison. Alors, The Witch, je ne pourrais... en fait, j'ai dû le regarder dans de très mauvaises conditions, je pense. J'ai pas du tout été happé par le film. Et à vrai dire, j'ai quasiment pas dormi devant, en fait, malheureusement. J'ai pas réussi à rentrer dedans. Et j'ai malheureusement beaucoup de mal avec Anya Taylor-Joy, que j'ai beaucoup de mal à supporter. Je sais pas pourquoi, cette actrice, j'ai du mal. Ce qui fait que, en fait, j'ai regardé le film sans trop comprendre ce que je regardais. Donc ça a été un film que je suis actuellement encore impossible de noter, parce que j'en ai quasiment aucun souvenir, mais il faut vraiment que je le revoie, je pense, parce que j'ai dû vraiment passer à côté. Et pour The Northman, j'ai bien aimé. Je vais pas dire que ça change d'habitude, mais ça fait du bien de voir un truc un peu gore et violent comme ça, comme t'as dit Louis, un peu blockbuster. Je trouve ça cool. Puis si t'aimes bien les Vikings et les mecs qui ressemblent à des ours musclés assoiffés de sang pendant 2 heures de film, t'es au bon endroit, quoi. Mais je pense je vais pas dire un bon film, c'est un film bien. Parce que y a toujours comme Louis a dit et vous avez dit avant, le scénario est des fois un peu simpliste. Mais allez le voir. Je pense qu'il vaut le détour. Avec les jolis plans des Valkyries qui sont vraiment incroyables, je trouve. Voilà. Merci. Tu vas enchaîner sur ta reco ? Ouais. Et donc on va partir sur Messieurs Ludovic. Non, alors j'ai parlé d'un livre qui ne parle pas de cinéma, mais écoutez, ça parle d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors pour la petite histoire, comment vous dire ? C'est un film qui a été écrit par oui. C'est un livre qui a été écrit en partie par mon oncle. En partenariat avec du coup la famille la descendance d'Antoine de Saint-Exupéry, donc la famille Daguet. Et ce livre s'appelle Saint-Exupéry, révélation sur sa disparition. Donc en gros, ça parle un peu de les circonstances qu'il y a pu avoir à sa disparition, et ça retrace un peu le fil de sa vie. Et ça me tenait un peu à cœur d'en parler, parce que voilà, mon oncle a dédié une énorme partie de sa vie sur Antoine de Saint-Exupéry. Et il a soutenu à fond, mais vraiment à fond, l'association d'Antoine de Saint-Exupéry et donc la famille Daguet sur la possible... Alors, je sais pas où ça en est exactement, c'était pour parler avec la ville de Lyon, mais il y aura peut-être un musée Saint-Exupéry au musée de Saint-Maurice de Raymond, donc à 40 minutes de Lyon à peu près, là où Antoine de Saint-Exupéry est né. Et là où, du coup, mon oncle est né aussi. Voilà, chose assez... Comment ? Il n'y a pas eu une exposition récemment ? Alors, il y a eu une exposition, Antoine je crois que ça s'appelait Saint-Exupéry à Confluence, qui était aussi très sympa. Ça faisait revivre un peu Le Petit Prince en expo. C'était très touchant comme... Elle est finie ? Ouais, elle avait un peu duré, parce qu'il y avait eu le Covid entre-temps, donc ça avait duré... Elle devait rester 1 an et demi, je crois. Mais elle était vraiment cool, elle valait le détour. Et là, visiblement, ils aimeraient bien arriver à réhabiliter le château et les jardins, pour que
ceux qui sont passionnés, comme a pu l'être mon oncle d'Antoine de Saint-Exupéry, puissent visiter du coup où il a grandi, où il a été. Voilà, refaire un peu sa vie. Alors, on est un peu loin du cinéma, mais voilà, c'est... Il y a des passerelles, quand même. Comment ? Il y a des passerelles. Oui, il y a des passerelles, oui. Mais voilà, ça me tenait à cœur d'en parler parce que voilà, il a passé énormément de temps là-dessus, puis voilà, le petit SO à la famille, on est toujours là. Mais voilà, alors je sais pas où il a été distribué, ou même où il est encore distribué. Je sais qu'il est disponible à la commande sur la librairie Le Square. Je suis actuellement sur leur site pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Voilà, si vous aimez ou si vous avez peut-être aimé Le Petit Prince et que vous voulez en savoir plus d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a fasciné beaucoup de personnes sur l'aviation et des tas de choses, qui a écrit des livres vraiment incroyables, n'hésitez pas. Voilà. Si vous aimez bien Antoine de Saint-Exupéry, il y a un aéroport. Voilà, qui porte son nom. Aussi, n'hésitez pas à vous promener n'hésitez dans l'aéroport. à aller à l'aéroport. C'est vraiment ma recommandation du jour. Il n'y a pas de souci. Il y a même le train qui y va, c'est fou. Ouais, c'est vraiment, je pense que c'est une destination obligatoire pour tous les fans. The place to be. C'est the place to be. Non, merci beaucoup pour cette recommandation. Pas de souci. Est-ce que tu as d'autres choses à dire avant de rendre le micro ? Non. Merci. Donc du coup, je vais finir avec ma recommandation. Qui est un film qui est sur l'application, enfin la plateforme Shadows. Gros big up à Shadows, ma plateforme préférée. Je vous aime. Donc le film, c'est Beyond Infinite 2 Minutes. Alors, c'est un film qui dure 70 minutes. Et c'est un film complètement fauché. Donc déjà, ça faut le savoir. Qui est réalisé par Junta Yamaguchi. Avec des gens pas très connus, je crois. Voilà, peut-être au Japon, mais je pense pas. C'est vraiment un film qui est fait de manière complètement fauchée, sans un sou. Et c'est un film, du coup, avec un plan séquence de 70 minutes et une prouesse vraiment de technique, déjà, parce que je vais vous expliquer pourquoi, et aussi de scénario, d'histoire, etc. Alors, en gros, l'histoire, c'est simple. C'est le gérant d'un café découvre que la télé de sa chambre est reliée à la télé du café et que, en gros, l'image... En fait, il y a une webcam entre les deux télés et qu'en gros, l'image qu'on voit dans la télé dans le café a 2 minutes d'avance sur l'image de la télé dans sa chambre. Et donc, en gros, il y a un paradoxe temporel entre la télé de sa chambre et la télé du café. Et en gros, pendant 70 minutes, on suit du coup tous ces trucs de paradoxe temporel, voyage, pas voyage, mais c'est très spécial et c'est vraiment... techniquement, c'est une prouesse parce qu'à un moment, du coup, ils vont... Bon, c'est pas du spoil, mais en gros, ils vont prendre les deux télés, les mettre l'une en face de l'autre pour faire une sorte d'infini de 2 minutes, en gros, et on va réussir à voir toutes les scènes qui vont apparaître dans les télés, ça se renvoie, etc. Et tout ça en plan séquence, c'est complètement incroyable, quoi. C'est super sympa. Franchement, c'est là qu'on voit que... Finalement, même sans budget, en étant complètement fauché, quand on est vraiment inventif et qu'on a des idées comme ça, ça passe, quoi. Et donc le film, franchement, je vous le conseille, il dure pas longtemps. C'est super sympa, c'est très très bien traité. Et franchement, des fois, vous allez vous mettre devant et vous allez voir un peu ce qu'ils font et vous allez dire, mais attends, mais c'est un peu mindfuck, quoi, quand même, des fois. C'est trop bien fait, je trouve. Donc je vous le conseille vraiment. Et puis c'était l'occasion aussi de reconseiller Shadows, super plateforme. Gros big up à eux. Ouais. Le film dont tu parles, j'ai vu un extrait. Et c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et je sais pas comment ça a été fait. Je sais pas, mais en plus, ça prouve encore une chose, c'est que le cinéma, il y a encore une possibilité de nous faire mindfuck, quoi. Avec les images. Donc vraiment, c'est incroyable. Mais en fait, c'est une exclusivité Shadows. Le film n'est pas sorti en salle en France. Ouais. Il a fait quelques festivals. Oui, c'est ça. Il a fait le festival des hallucinations collectives à Lyon. D'ailleurs, j'ai eu la chance de voir quelques films. Donc certains en sortiront en France, mais on en parlera d'ici là. Mais ouais, franchement, je sais pas comment ils ont fait. J'aimerais bien avoir un making-of parce que, le truc est en plan séquence et donc des fois, il va se mettre devant la télé. Du coup, ça va être enregistré. 2 minutes après, on va voir cette image sur l'autre télé. Il va répondre à lui-même de 2 minutes et sur l'autre télé. C'est complètement. Ouais, c'est trop bizarre avec un fond. Non, même. Je sais même pas s'ils ont mis un fond vert à la place d'un écran. Ça me paraît. Je sais pas, c'est trop bien fait en tout cas. Donc regardez-le, c'est super ingénieux, super inventif. Et si vous n'avez pas Shadows comme moi, il y a des extraits qui tournent sur les réseaux sociaux et
regardez-les, vous allez voir la dinguerie que c'est, quoi, vraiment. Ah, ouais. Et du coup, ça donne vraiment très très envie de voir le film. En plus, je crois que c'est un vrai plan séquence. Et c'est tourné à l'iPhone, hein. Ah ouais, en plus. Non, mais c'est, Ah non, mais c'est une dinguerie. Hein. Le truc, c'est un plan séquence 70 minutes tourné à l'iPhone avec des trucs. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Ah, c'est la dingue. Ça a l'air extraordinaire. Ouais. Non, c'est vraiment bien. Donc regardez-le, c'est super sympa. On a que de bonnes recos, là, dis donc. Enfin, en tout cas, qui donnent très envie. Évidemment. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais Et J'aime à la fureur, je l'ai vu en festival aussi. C'était au festival On vous ment. Qui se passe à Lyon tous les ans depuis 7 ans, et c'est un festival de documentaires. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est les films qui prennent la forme d'un documentaire mais qui en fait sont de la fiction. Et un faux documentaire. Voilà. Et comme The Office, Borat, Spinal Tap, C'est arrivé près de chez vous, il y en a plein. The Office en série. Et du coup, voilà, je suis allée voir quelques séances là-bas. J'ai trouvé que le concept était cool de faire un festival sur ça. Moi, j'aime beaucoup les documentaires. Et la programmation était originale, donc bon, bah peut-être l'année prochaine, si vous êtes sur Lyon, n'hésitez pas. Voilà, et écoutez, l'épisode va se conclure ici. Je peux que vous conseiller, en tout cas si vous avez aimé cet épisode et que vous n'avez pas écouté le précédent, de l'écouter. C'est un long épisode sur A24, mais ça peut en tout cas vous intéresser. Vu qu'on parlait de festival, on a aussi sorti un épisode bonus sur le festival Cinéma du Sud qui a eu lieu à l'Institut Lumière. Donc c'est un épisode que j'ai tourné, que j'ai enregistré avec Pauline parce qu'on a été les deux à couvrir le festival. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Twitter parce qu'on fait souvent des retours. On essaie de couvrir un petit peu des festivals quand on en trouve. Et donc voilà. Et on sera prochainement avec des cas au Festival de Cannes. Donc, bien sûr. Comme les gros bourgeois qui sont. Évidemment. Sûrement un petit épisode bonus Festival de Cannes. Voilà. Ça va être dur de faire un et petit épisode bonus. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on fera sûrement des petits retours aussi de notre expérience là-bas. Vous pouvez venir nous voir à Cannes, nous donner un billet. En plus. Vu qu'on y sera, voilà. N'hésitez pas, ça peut être sympa. Franchement, n'hésitez pas à demander un selfie, on n'est pas... Non, voilà. Ils sont juste très moches, mais bon, ça c'est... Maintenant, tu viens pas, Louis. Non, je parlais de vous. Ah, pardon. Voilà, en tout cas, au revoir. Salut. Cut.